Bonjour, Maître Thomas Iswaka. Bonjour. Alors, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui sur Canal d'Ivoire. Canal d'Ivoire est une chaîne sur Internet qui fait véritablement découvrir les grands talents et dans le domaine culturel aussi, dans le domaine politique. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir sur Canal d'Ivoire. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est avec plaisir que nous nous recevons. Nous espérons que cette interview sera conduite du maître de la part du journaliste qui nous fait l'honneur de nous interviewer. Merci beaucoup. Alors, maître, vous allez vous présenter à nos internautes qui ne vous connaissent pas. Peut-être c'est la première fois qu'on vous découvre sur Canal d'Ivoire. Alors, qui est maître Thomas Ezouaka? Maître Thomas Ezouaka est tout simplement nom Ezouaka, Thomas, jeune ivoirien de naissance, de naissance comme on dit, et par la suite avec une carrière professionnelle assez riche, et qui est doublée avec une carrière politique aussi, de longue date. Et donc nous sommes âgés de pratiquement 60 ans, dans les années d'une soixantaine d'années, mais avec un parcours politique d'une trentaine d'années depuis le multipartisme. Voilà rapidement dit. Professionnellement, nous sommes doublés de plusieurs activités mais qui se coordonnent autour du navire, du port et des activités maritimes, transit, conciliation, etc. Donc nous avons été d'abord transporteurs maritimes à la CITRAM à l'époque, ensuite nous sommes assureurs maritimes à l'Union africaine dans les assurances, nous avons été aussi experts maritimes et nous sommes devenus conseillers maritimes et transport. Disons qu'on dit avocat conseil maritime et transport. Voilà nos activités depuis une quarantaine d'années. Voilà. D'accord, mais vous êtes juriste dans quelle branche particulièrement? Nous sommes maritimistes, nous sommes juristes uniquement dans le domaine des navires et des ports, des activités maritimes. Okay. Vous savez qu'en droit, il y a plusieurs spécialités. Il y a les matrimoniales, ceux qui font le droit matrimonial, ceux qui font le droit des civils, il y a les constitutionnalistes, mais aussi ceux qui s'occupent des navires, on le dit, les maritimistes. D'accord. Ok, mais à côté de tout cela aussi, vous avez une carrière politique très riche. Vous n'êtes pas un anonyme dans l'échiquier politique ivoirien. Oh, disons que c'est la discrétion. Nous avons joué la discrétion parce que nous avons mené de pair deux activités, des activités politiques en sourdine, et puis des activités professionnelles parce qu'il fallait vivre. C'est ça que, puisque nous étions salariés de haut niveau, de cadre, depuis du cadre supérieur de transport maritime, donc il fallait absolument faire bouillir la marmite, comme on dit, et assurer l'avenir. Maintenant, nous émergeons officiellement parce que nous avons assuré, j'allais dire en parenthèse, notre avenir. Je dis, on a une assurance vie aujourd'hui que... Ça dit que quand on fait la politique, les activités au niveau familial ne sont pas aussi assurées? Non, pas qu'elles ne sont pas assurées, mais elles sont menacées. Vous savez que nous sommes en Afrique. Il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas de démocratie. Pas de démocratie, mais c'est de façade. Si vous êtes salarié dans une entreprise, par exemple, d'une entreprise dont les dirigeants sont de droite, et que vous êtes de gauche, évidemment, si vous avez des opinions différentes, ça va tant que vous ne les activez pas, vous n'êtes pas actif. Puisque ce qu'on vous demande, c'est de travailler, de produire, pour qu'on vous paye à la fin du mois vos salaires. Et dans ce cadre-là, il faut assurer l'avenir, c'est-à-dire que des enfants, de la famille, etc. Il faut bouillir la marmite tous les jours. Et puis à un certain âge, quand vous avez garanti, vous dites que vous n'êtes pas loin de la retraite, en ce moment, vous découvrez, vous démasquez, puis donc là, vous... Mais je me suis démasqué quand même depuis une dizaine d'années, puisque je suis rentré en profession libérale, donc je suis mon propre patron, je me donne mes activités, ça n'empêchait pas que je trouve. Mais je n'étais pas, comment on dit, je n'étais pas descendu dans l'arène. Je suis descendu dans l'arène depuis une dizaine d'années. Voilà. D'accord, mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez une soixantaine d'années. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu tard? Parce que là, quand on prend par exemple des leaders politiques comme Massoro Guillaume, Blé Goudé, tout ça, aujourd'hui vous êtes dans la soixantaine et c'est maintenant que vous allez vous faire découvrir. Non, ceux dont vous venez citer, notamment Massoro Guillaume, Blé Goudé, etc., c'est des, j'allais pas dire des talents purs. C'est des accidents de parcours. Il y a l'un qui est passé par la rébellion, il y a l'autre qui s'est fait connaître parce que le président, à un moment donné, s'est fait voler le pouvoir par le Gédagui, il a dit allez prendre le pouvoir. Il y a un monsieur qui s'appelle Blé Goudé qui a amené sa patrie et a fait descendre les gens de la rue et qui avait eu le pouvoir. Donc c'est des gens,
c'est des générations spontanées. Encore que ils ont été formés par le même prénom, les deux enfants, mais vous comprenez qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée. La preuve, vous voyez comment ils t'attendent aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'ils seront à la retraite à 30 ou 45 ans. Parce que quand la démocratie plus va s'installer, la jeunesse n'a pas le droit de citer, puisque en matière politique, ne dure que ceux qui ont de l'expérience politique. Il y a des cas exceptionnels. Je prends par exemple un cas exceptionnel, vous allez prendre comme M. Jacob Domelo, qui a commencé à être socialiste très jeune dans les années 30, à 30 ans. Mais parce qu'il était brillant et que lui-même d'origine, il était déjà de la culture politique, il a été très associatif. Mais il n'a pas besoin de se faire connaître par une rébellion ou par une autre activité. Bon. La réalité du pouvoir fait qu'en Afrique, on émerge politiquement. Si vous n'avez pas de parlant dans cet accent politique, vous émergez dans les 40, 45 ans, 50 ans. Après avoir accumulé, passé, j'aurais dit, votre vie professionnelle, il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, que je sache, qui sont devenus des politiques du coup, au XXe siècle. Ils ont tous été des professeurs, des enseignants, c'est-à-dire qu'ils ont mené une vie professionnelle, soit fonctionnaire d'État, soit etc. etc. C'est par la suite, à un certain nombre, dans 50, 60 ans, ils émergent. Voilà. Donc ce n'est pas tard. Mais puisque moi, il y a 40 ans, je ne savais même pas quand je faisais déjà la politique. Ah, bien sûr, d'accord. Donc, vous allez me dire un peu comment vous êtes entré dans la politique, vous avez commencé avec... Parlez-nous un peu de votre carrière politique. Oui, la carrière dans l'ombre. Oui, la carrière politique, elle est toute simple. C'est-à-dire que, de nature, moi-même, je suis libéral et indépendant. Libéral de nature. Donc, j'ai toujours posé des problèmes dans ma famille, dans mon cercle familial. Et j'ai toujours été individuel. Individualiste, individuel. C'est-à-dire que je suis différent des autres. Je me suis toujours opposé. Et à mon père, à mon défunt père, et à ma maman, et à ma maison. Bon. Parce que c'est un nom de Dieu, c'est que j'ai l'esprit très ouvert, et puis j'ai l'esprit de contradiction. Toujours. C'est que dans mon cas, je suis solitaire. Même en famille, je suis solitaire. Même en famille nucléaire, je suis solitaire. C'est-à-dire mon épouse et mes enfants, je suis solitaire. Parce que je conteste toujours. Je me remets toujours en cause. Je ne suis jamais d'accord avec. J'ai toujours tous les arguments pour moi. Mais ça permet. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Mais la gestion de la cité en contradiction avec les autres. Pour pouvoir avancer. Vous voyez? Parce qu'on fait une synthèse et à un moment donné, on avance. Voilà. Donc ma carrière politique a démarré, je vais dire au collège, au lycée. Puisque je faisais médecine, j'ai fait des associations, j'ai fait médecine, c'était le parti unique. À la suite de ça, de nature profonde, puisque je suis d'une société sociale moyenne, classe moyenne. Je dis que mes parents n'étaient pas très dotés. Non, bon, je n'étais pas très dotés, ils étaient riches intellectuellement, mais ils n'étaient pas très dotés, je veux dire, au niveau culture, etc. Mais moi, quand déjà je commençais à faire, parce que je suis littéraire, philosophique et psychologique, je commençais à lire, je connais le professeur Zahirou, que je Zahou dit Zahou. Ma formation politique a commencé à l'université. Syndicaliste, vous voyez, non? On les a approchés. Et donc, j'ai déjà commencé à lire des bouquins sociopolitiques, etc. et ma formation politique. Comment je suis devenu? C'est une fois en France. J'ai eu la chance d'avoir une amie française dont les parents étaient socialistes. Vous comprenez? À partir de là, j'ai découvert, puisque dans mes études, à un moment donné, j'ai fait une petite valeur de communication politique. Et donc cette amie-là, qui était socialiste d'origine, m'a permis d'être sympathisant au Parti socialiste en France, puisque je n'étais pas français. Donc ma carrière a commencé là. Modestement, humblement, je dirais que je suis de la génération, puisque j'ai 61 ans, je suis de la génération. Ils sont plus jeunes que moi, le président Hollande est plus jeune que moi. Fabius est plus jeune que moi. Je lui dis que vous êtes de la même génération, j'étais avec eux. Mais ils étaient dans le pays. Donc ils avaient des postes, ils avaient ça, ils avaient ça. Je lui dis que je les tutoyais quand même, puisqu'on s'appelait camarades. Donc ma carrière politique a été formée en même temps que ceux. D'ailleurs, nous avons appelé la génération Mitterrand. Voilà. Donc ma carrière politique a commencé en France. Mais j'ai commencé à être actif en Côte d'Ivoire quand l'occasion m'a donné que mon cousin Jacob Wawa Domelo m'a permis de rencontrer à Paris le président Gbagbo, qui venait d'exil, qui venait en exil en France dans les années 82-83. Et donc je fais partie du premier cercle de... Nous avons sillonné la France pour faire des meetings, et à Strasbourg, et partout, il y avait des... J'aurais voulu qu'à ce moment-là, j'aurais pu être membre fondateur du FPI. Vous êtes quand même témoin de la création du FPI. Oui, oui, je connais pas mal de membres fondateurs. Donc vous avez milité au sein du parti. J'étais sympathisant. J'ai toujours été sympathisant. Pour des raisons que je vous ai dit, que je vous ai toujours dit, c'est des raisons professionnelles.
Puisque, en parenthèse, pour vous faire comprendre mieux la chose, c'est que j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans, à 46 ans. J'avais une mère qui était mère au foyer, et j'avais des frères, je suis aîné. Et Dieu m'a aidé en me permettant d'avoir des bourses, d'aller à l'école, de réussir des études, et de me faire embaucher rapidement. Donc c'est là que j'ai privilégié la carrière professionnelle. M'asseoir mon avenir, et l'avenir de bien. Et c'est maintenant, c'est pour ça que vous dites activement, non, c'est maintenant que je deviens actif sur le terrain, c'est maintenant que je rentre sur le terrain. J'étais actif intellectuellement, on appelle ça en matière politique les hommes de l'ombre. J'ai toujours été là, les hommes de l'ombre. Voilà, j'ai marché à 90, comme tout le monde, je me suis fait chicoter, etc. Voilà. Mais tout le monde a dû penser, jusqu'au jour, que j'étais un pays, que j'avais une carte à un pays. En ignorant que juridiquement, vous êtes membre du parti quand vous avez une carte. Tout à fait. Mais les gens voyaient au sommet où on voit les gens, mais il est avec nous, il est avec nous, il est avec nous. Je vais au congrès, je vais à ça, etc. Mais je vais aller au congrès en tant que sympathique, on me fait inviter. C'est des techniques de, voilà, de relation. Voilà. Donc, je vous dis officiellement que je n'ai jamais été membre du FPI parce que j'avais plus de carte FPI. Ceci étant, je connais le sommet du FPI. Vous connaissez le sommet du FPI. Aujourd'hui, monsieur Maître Thomas, vous êtes, vous lancez maintenant officiellement un visage découvert dans la politique, avec une appartenance politique bien déterminée. Vous pouvez l'expliquer un peu à nos internautes. Oui, en fait, l'histoire est tout simple. Je ne me lance pas, je confirme. Je confirme. J'ai tâtonné, parce que professionnellement, j'étais professionnellement, modestement, j'allais dire, excellent en matière professionnelle. Mais en politique, j'étais dans. J'ai fonctionné avec M. Ouattamilo jusqu'à la naissance. J'ai fonctionné à l'FPI, mais j'ai fonctionné avec M. Mamadou Koulibaly. Donc je vous dis modestement aussi que j'étais libéral dans ma vie. Parce que quand lui était FPI, derrière sa carte FPI, moi j'étais à Soumayani. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 85, de 85 à maintenant, autant m'utilise par tout le temps, je n'ai plus que deux cartes. La première carte c'est parti libéral, c'est pour vous dire que j'étais déjà libéral. 92. Et vous le 20 ans, 25 après, je deviens leader puisque c'est parti libéral. Mais de gauche, d'un parti social-libéral. Mais en fait, tous ceux dont je vous ai cités font partie du front. Et le front nous a été expliqué, mais naturellement c'est ça. C'était une coalition d'opinions diverses. Opinions diverses. Qui a été cimentée par un leader stratégique qui est Laurent Gbagbo, le génie. Vous voyez? Donc quand il n'est pas là, dans l'esprit du camp, Michel n'est pas là dans la solidance, vous voyez ce qui est arrivé. C'est éclaté, il y a eu leader, il y a eu tendance Sangaré, AFP, tendance là, vous comprenez? Tout à fait. Voilà, mais c'est toujours la gauche. Et le jour où le principal leader, qui est le président Laurent Gbagbo, il se met en marche, les souris vont rentrer là-dedans. D'accord. Mais en attendant cela... Maintenant j'arrive à l'histoire des leaders. Oui, leader. Progressivement, je me suis rendu compte que le FPI, mais j'aurais vous dit que le visa de poste c'est depuis 2010, puisque j'étais un candidat indépendant en 2010. J'avais souhaité déjà en 2000 être candidat à député. Mais les sommets du on dit non, faut pas gêner. Il y a des gens qui étaient avant vous, comme, etc. Par expérience. Donc j'étais toujours mal connu. J'ai laissé faire. On m'a demandé d'être avec le maire, M. Assi Akanda, d'être sur la liste. J'ai refusé d'y être. Parce que je ne cautionnais pas, je veux dire, le futur maire. La preuve qu'aujourd'hui, je ne peux pas être tenu, je peux pas être tenu, avoir partie prenante dans le bilan. Puisque je ne voyais pas trop où ils allaient. Résultat, on en est là. Moi, je suis toujours vierge. Ben, j'ai été quand même son conseiller juridique. Tout à fait. Vous voyez? Donc, j'ai décidé qu'à un temps donné, j'allais me lancer. Je me suis lancé en 2010. Nous avons fait 4 ans. Nous avons les photos, nous avons les affiches, tout ça. Puis il y a eu le bombardement, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous attendons la prochaine élection, la prochaine élection. Là, j'affirme tout simplement parce que, en fait, je vous le dis, et je vous donne un autre mot, nous avons un groupement de partis politiques, d'associations, des gens du pays, des gens des du PDC, qui étaient déçus du système. Nous avons créé l'Alliance nationale patriotique pour Laurent Gbagbo, dont je suis le vice-président, fondateur. Le président est maître du Titron, qui est de Mama, qui est de parent, et qui a été vice-doyen du recteur Roudier. Donc c'est quelqu'un de 72, 73 ans, et qui a fini son mandat, et c'est moi. Les documents sont chez moi, les statuts sont chez moi. C'est un parti politique que nous avons reversé à leader. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous faisons coalition à leader aujourd'hui. Une partie de ces membres de ce groupe, nous avons créé en 2000 pour l'élection de Gbagbo. Nous avons participé, nous avons payé d'argent, nous avons fait des dons.
Nous n'avons bénéficié d'un renouvellement de rien, on n'a jamais eu une ennemie, ni quoi que ce soit, mais on était connus au sommet. Et aujourd'hui, nous sommes montés en léthargie, et pas, on devait retenir un pays non morts. Et si le pays était unifié, mais avec toutes les tensions que vous voyez, tendance, etc., nous ne progressons pas, au contraire, ça affaiblit le pays. Donc nous devons estimer qu'il y a un parti qui a de l'avenir. Par l'intellectualité, par la brillance intellectuelle, par les prises de position radicales du leader, en fait, le parti s'appelle leader, mais du leader. Ils n'avaient pas du leader de leader. Du leader de leader. Et maintenant, nous découvrons que nous connaissons depuis 40 ans, parce que nous sommes voisins au 3e siècle. Donc en fait, on se rejoint. Il vient du pays. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre d'abord. Vous comprenez qu'il était même à un moment de vice-président, il était vice-président, mais il a été président du pays, qui a créé des nations, il a été leader. Seulement, nous avons discuté, je lui dis non. Nous lui avons dit que nous reversons, parce que nous sommes présidents putatifs, c'est-à-dire son vice-président, on n'a pas encore fait le congrès pour passer président de l'Alliance nationale patriotique pour le Togo. Je vous donne les statuts tout à l'heure. Donc nous venons avec les membres dans ce parti-là. Les membres en général sont farouchement frontistes. Ils ne comprennent pas comment on peut aller. Je leur ai dit, mais les sociaux-libéraux, le président Hollande, il est de gauche, les socialistes. Il fait du libéralisme. Mais parce que c'est les entreprises qui font vivre les autres. Il faut bien qu'on fasse les entreprises, que les autres travaillent pour que les gens vivent. Donc on ne change pas fondamentalement d'où on vient. Il ne deviendra jamais homme de droite. Il deviendra, mais c'est toujours de gauche. Mais c'est la stratégie politique qui est différente. Donc nous vivons et nous sommes un leader, pour la simple raison que le leader a une chance d'être député dans le district d'Abidjan. Ils existent depuis 5 ans. Ils ont fait leur expérience, ils ont fait leur sondage, ils se sont rendus compte qu'en Mercoury, il y a quelqu'un qui est positionné, qui a mis depuis 40 ans à leur président, et qui ont décidé de se mettre ensemble, s'associer. Et c'est comme ça le premier meeting du 2016 de campagne de lancement s'est passé à Mercoury, il y a une quinzaine de jours, pour servir de lampe de lancement à mettre Thomas Zouaka comme candidat à la candidature aux législatives municipales de Mercoury. Législative municipale de Mercoury. Alors vous nous permettez là d'arriver sur votre vision pour la commune de Mercoury. Vous savez que le président Laurent Gbagbo le disait que lorsque on n'a pas de projet de société qui conteste celui qui est existant, on se rallie. Alors vous êtes candidat, ça veut dire que vous refusez de vous rallier actuellement au conseil municipal qui existe et aussi au député qui est là. Alors ça veut dire que vous n'approuvez pas le fonctionnement de ces deux candidatures. Alors qu'est-ce que vous proposez aux électeurs de Mercoury pour qu'ils puissent courir après vous? Non, disons que dans un premier temps, nous allons vous dire, on crée un parti politique, on rend un parti politique dans l'objectif d'avoir le pouvoir. Ça va être le pouvoir législatif, le pouvoir municipal, ou le pouvoir d'État, la présidence. Vous faites la politique pour rire. Vous faites la politique pour gagner. C'est la professionnalisation de la politique. Donc on ne peut pas venir en politique et dire on n'a pas de projet. Les sociétés qui sont là, nous habitons Mercoury depuis 2000. Mais nous sommes natifs d'un quartier qui était un village, qui était le premier quartier africain d'Abidjan, qui est Trashville. Nous sommes de Trashville. Et nous vous disons que tous les dimanches nous sommes à Saint-Jean, qui est la première parole octogénaire d'Abidjan, en fait de Côte d'Ivoire. Mais, dans le projet de société que nous avions, ce projet du FPI, c'est fait différemment que ce qui a été fait tout de suite par le PDC et par les autres. Vous comprenez? En l'occurrence, c'est ce que le président de la qui est leader, parce que nous avons contribué à. Lui, il a eu des idées, mais ce n'est pas lui qui a écrit les programmes depuis des années. C'est les gens qui ont écrit. Donc nous avons contribué. Vous voyez? Mais on n'ira pas loin pour vous dire que si c'est pas Trashville, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est bien. Et en plus, nous sommes consanguins. C'est le maire actuel, le ministre maire actuel, le ministre Michel. Donc je n'ai pas intérêt à la Trashville parce que non seulement il est plus diplômé que moi, il est politiquement plus fort parce qu'il est depuis 40 ans, actif. Vous comprenez? Et il est très assis à Trashville. Mais en plus, on crée des conflits familiaux. Parce que nous sommes vraiment cousins. On est tous les dimanches ensemble, etc. Ouais. Donc j'estime qu'il y a un dit dans Mercoury. Pas que les autres ne sont pas compétents. J'ai dit que quand tous ceux élus ne font pas ce qu'ils devaient faire. Alors nous, déjà, quand nous étions candidats, déjà en 2010, nous avons ce projet-là. On vous l'a dit, je te rappelle, Mercoury Futuro. Ouais, Mercoury Futuro.
Thomas Ça ne date pas d'aujourd'hui. Maître Thomas, Zwaka. voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Not just a listener, but a performer. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement un assistant, mais vous êtes un compétent. Exactement. Tout à fait. Je connais pas les transformation, métamorphoser la société. Mais j'allais vous dire aussi en même titre que ça, j'en avais parlé avec mon ami du Canada. Mais ça date de 2000. Je Mamadou Koulibaly pendant Nous voyons dessus le président Mamadou Koulibaly, Maître Zwaka, et à gauche, je ne reconnais pas. Il était secrétaire général de la RCI. De cœur. Daïri. Ah oui, oui, monsieur Daïri. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est au congrès, vous dites, c'est au congrès, où a fini ça, après que Babou soit élu, où a fini ça des présidents du pays au palais du congrès. Ok. Donc ce n'est pas une prédestination, ça s'est maturé. Vous voyez qu'il a des dédicaces là, mais je vais vous montrer tout. Mais en fait, puisque nous parlons de projet de société, je veux dire, en Afrique, il est difficile de parler de projet de société parce que dans une commune ou d'un pays, vous avez d'un pays où il y a peut-être en gros 10 à 15% d'intellectuels de haut niveau. On peut faire un projet sur 20 ans, 30 ans. On ne peut pas en Afrique, parce que de toute façon, c'est les, j'allais pas dire des individus, mais les opportunistes sur l'argent qui font de la politique. Ceux qui n'ont de Nancy, c'était ceux des Cali, des inventeurs de Cali. Ils n'avaient pas de projet. Ils décidaient qu'ils étaient gouvernants et puis les autres étaient des assistés. Après, je me dis, il y a des projets de société, projet, comme ça, vision, comme ça. Mais malgré ça, quand on a une petite partie de démocratie comme il y allait, on a vu ce qui s'est passé en 2010, en 2010-2011. On est retenu à l'État. Le parti au pouvoir, les gouvernants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'attendent parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont rien de concret. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous n'allons pas révolutionner Macron. Nous estimons que nous prenons la jeunesse. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà vendu à Tachmine. Nous disons, nous sommes dans un quartier qu'on appelle Makuri, où nous interviewons, on appelle Makuri Résidentiel 2. On appelle Makuri Résidentiel 2. Vous comprenez? Nous sommes dans un quartier de Makuri. Parce que c'était les cadres des années 60 qui habitaient, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Ils sont décédés, leurs enfants ont été, ils sont dehors. Et c'est devenu un quartier populaire, beaucoup de chômage, etc. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous étions candidats, nous avons dit au maire, nous avons débattu que ce qu'on appelle classiquement les transports publics, qu'on appelle Oroma, étaient conduits par beaucoup, sans péjoration, sans péjoratif, beaucoup par des conducteurs étrangers. Des Guinéens, des Maliens, vous comprenez, qui faisaient le bar. Vous comprenez, des Burkinabés, des Togonais. Je ne nous en prenons. Nous n'avons pas de voiture. Et les Ivoiriens étaient au chômage. Oui, parce que notre envoi de bière, là, vous comprenez? À regarder les autres là. Mais comme ça, c'est spécialisé des transports, tout à fait. Spécialisé des transports, mais des transports maritimes. En fait, nous avons fait tous les transports, les études de transport. Nous avons étudié le système. Nous avons compris que d'ailleurs, un gars qui conduit Aurora, il se fait, au bas mot, il verse 10 000 francs par jour, vous calculez, au grand gros, ça fait 300 000 francs par mois. C'est le salaire des cadres. Donc nous avons recensé dans notre quartier Marie-Corée près de 200 jeunes qui passent le temps dans les maquis, tout le temps, et à demander, tonton, vous voyez le système, du parasitage. Nous avons dit au maire, voilà, nous avons recensé 200 personnes, nous allons leur payer le permis. Nous nous dotons, par le truc emploi jeune, nous nous dotons de crédit, ils passent le permis. Et comme nous sommes dans le transport, nous savons comment aller acheter des France au revoir, des véhicules d'occasion. On leur donne ça. On leur dit vous remboursez dans 5 ans. Ils vont travailler. Au lieu de rester dans la rue à commander, ils vont travailler, ils vont rouler le tableau. Ils vont se marier. Aux jeunes filles aussi qui sont au chômage. Ils vont faire des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. Ils vont aider leurs parents, ils vont enterrer leurs parents. Et la génération continue. Ils ont trouvé ça génial. Il ne l'a pas fait, ce projet. Nous l'avons fait, nous allons le refaire. Mais quelqu'un l'a fait. Et je trouve à ça s'appelle le maire à mission. Je lui ai expliqué. Je lui ai vendu le projet, il l'a fait. La majorité des retraités que vous avez regardé, c'est des jeunes Ivoiriens qui sont nés à Trècheville. Mais on ne l'a pas fait. Au contraire, je sais qu'il y a eu un budget donné dans ce sens-là, avec le député de l'Idakwassi et le maire à Sagama. Il y a eu un budget de 80 millions qui était voulu pour ça, qui a disparu. Dans les arbres. Les jeunes sont toujours là. Mais le projet, je l'ai, c'est un premier. C'est pour cela que je m'occupe des jeunes d'abord. Maintenant, je suis dans un quartier aussi on appelle de retraités, des gens de troisième âge. Il y en a plein, on les voit là. Hier, pas plus tard hier, je suis en Bélier, je reviens, je trouve 5 vieux de 70, 80 ans. Allez papa, je ne vois pas là, mais allez, on prend pas. De 9h à 10h, j'étais ici, thé, café, on a parlé politique, on a parlé de tout. Après, en partant, chacun tenait quand, papa. Donc, c'est ça, c'est du concret. C'est le terrain. Voilà, dans un premier temps, mais les perspectives sont bonnes parce que nous allons
doter des jeunes, leur donner, comme je vous l'ai dit, des moyens pour s'auto-entreprendre. C'est leader aussi, parce que le leader aide les gens fortés à s'auto-employer. Ça, on va l'expérimenter à Marcory. Maintenant, les législatives, qu'est-ce que ça vous dit? Vous allez contester les oui, les bénis oui, on voit la télévision du Parlement. On va mener de vrais débats. Ouais. Mais pour mener de vrais débats, il faut être doté culturellement, intellectuellement, et être bien. Et avoir parcouru, avoir un bagage intellectuel, un background assez solide. Quand on l'a pas, on dit oui, oui, on lit. Voyez, voilà ce que, en gros, voilà un petit peu. Donc, amis internautes, on retient Maître Thomas Zouaka est candidat à la mairie. Est candidat à la candidature. Est candidat à la candidature, c'est-à-dire que vous avez d'abord présenté votre candidature à leader. À leader, voilà, il va vous parrainer pour les élections à venir. Ouais. Donc, j'aimerais un peu qu'on parle un peu de l'actualité. Le premier point, c'est celui qui est le plus chaud en ce moment, c'est la question des factures élevées des CIE, les grognes. Par-ci par-là, on a vu des soulèvements à Yamoussoukro, Daloa, Bouaki, ça a été même encore sanguinaire parce qu'il y a eu, on dénonce des morts. Nous voulons véritablement que vous vous prononciez un peu, maître. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, vous m'amenez sur le terrain politique politicienne. Tout à fait. Mais j'allais dire que rien, comme la voisine le dit, rien ne se crée, rien ne se perd. Nous avions dit, par Jacob Domino, parce que nous avons dit qu'il est conséquent qu'un pays en voie de développement, comme on disait, le premier pays en développement comme le nôtre, nous vendions les secteurs stratégiques à l'étranger. Mais ça, c'est le même qui est là, qui est au pouvoir. Il était là déjà en 93, qu'il a vendu. Nous avions contesté. On a rigolé, 93 ans. Et après combien? 20 ans. Nous arrivons aujourd'hui en mordant. Des pays développés, comme la France, comme les États, n'ont jamais vendu, n'ont jamais privatisé à 100%. Les secteurs stratégiques comme l'eau, l'électricité. Il y a une part importante d'État. Ne serait-ce que les 50% ou les 30% pour garder le contrôle. Nous avons procédé parce que ce monsieur qui était là était un vendeur d'illusions, d'entreprises, Alors dites-nous, alors, sur ce point-là, dites aux internautes qui ne savent pas aujourd'hui ouais, dans quelle position se trouve la CIE. La Côte d'Ivoire a combien en termes de taux de part Oui, je ne saurais pas exactement, mais je sais qu'au départ, la Côte d'Ivoire avait un minimum, une part minimale de 20%, qui est monté jusqu'à 33%. C'est le minimum de blocage en matière de droit des sociétés. Mais je ne peux pas vous le dire exactement. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier concessionnaire, celui à qui on a procédé, s'appelait Bouygues, il est parti. C'est les nouveaux qui sont là. Tout à fait. Voilà. Mais ce qui s'explique les augmentations de l'électricité, ce n'est pas parce que le courant coûte cher, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de, comment on appelle, d'emprunts énormes qui dépassent la capacité de remboursement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on va vite, sans se rendre compte de ce qui va se passer demain, puisqu'on pense que la croissance va arriver tout de suite et qu'on va combler. Mais en fait, on est dans le creux de la vague toujours. Donc ça crée des tensions. Mais là, pour vous donner mon opinion là-dessus, je dis, c'est une manipulation politique. C'est une manipulation politique, pas de l'opposition, puisque l'opposition n'a rien fait. Mais du parti au pouvoir. Alors comment le parti au pouvoir... C'est pour ça que nous on analyse. Parce que le parti au pouvoir crée une tension pour montrer que le pays est stable et qu'il n'y a pas de raison de changer de gouvernement. C'est pas quand ça va mal qu'on change. C'est quand ça vient les problèmes. Est-ce qu'il n'y a aucune perspective? Je me rappelle d'une situation donnée où nous avions dénoncé, en l'occurrence le président du pays, nous a donné une conférence, une conférence débat. Il ne fait que des emprunts. Il gère la Côte d'Ivoire avec des emprunts. Vous entendez, il a eu 50 milliards, il a eu 200 milliards. Mais nous ne produisons pas autant d'argent. Ça veut dire qu'on va payer des dettes sur de multiples générations. Puisque lui, fait 10 ans, ça va. Mais les dettes sont là. Vous comprenez? Donc c'est un danger permanent. Et d'ailleurs, ça continue toujours, puisqu'il continue de trouver les fonds. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays qui est en développement. Donc, ça rentre dans les mêmes contraintes que vendre des entreprises, de créer de l'attention, pour dire que, je pense que vous arrivez à me poser la question sur la révision de la Constitution qui est devenue une nouvelle Constitution. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on crée une tension inutile pour rendre le pays, d'ailleurs c'est son expression, je rends ce pays ingouvernable. Il avait déjà... Alors, donc vous pensez peut-être que le président est en train de rendre le pays ingouvernable? Non, il essaie de créer des actions pour faire peur aux gens, pour dire que tant qu'il est là, celui qui peut
apporter la sécurité. C'est tout. Ça, c'est de la manipulation politique. La manipulation. Qu'est-ce qu'il ne sait rien? Vous avez entendu? Ah oui, la Tchèque, ah, je ne savais pas, moi, je vois la Tchèque. Vous l'avez écouté? Ah, là, si, mais je ne savais pas, on m'a pas pris ça. Bon, on arrête. Ah, la carte, comment on appelle, la carte grise. Ah non, non, mais je ne savais pas, non, on arrête. Il y a un conseil de gouvernement tous les week-ends, toutes les semaines. On a pas. Quelqu'un disait, nous sommes dans un régime amnésique. Amnésique. Les gens, exactement, d'improvisation en permanence. Ils sont amnésiques qui ne savent pas, et puis bon, soi-disant. Mais pourtant, je vois tous les mercredis, on voit le porte-parole, ici des décrets. Alors, quand même, on n'est pas des. Je dis, on n'est pas des bêtas, mais nous observons que c'est parce qu'au départ, et je vais arrêter là-dessus parce que, et je vais dire la campagne politique n'est pas vraie, on a compris que ce monsieur n'a jamais été politicien, il n'a jamais été. Il est arrivé accidentellement en Côte d'Ivoire pour être Premier ministre, et puis après, bon, tout le temps, et puis le président de la République. Et puis, quoi que ça se gère comme une entreprise, ça se gère comme ça, on prend des. Voilà. Il n'y a pas de background politique, comme on dit à l'anglais. Voilà, c'est tout. D'accord. Vous avez énoncé tout à l'heure le prochain point, je pense que ce sera le dernier point de notre entretien. Ça concerne la révision ou bien la nouvelle constitution. Alors, c'est quoi? Révision de la constitution ou nouvelle constitution? Je pense que je suis très à l'aise parce que je suis devant un juriste. Voilà, exactement. Disons que je suis parti du peuple, il y a 48 heures, le président Soro, quand il faisait, enfin, l'Assemblée nationale a discuté de la loi organique qui a été votée, c'est pas la constitution qui a été votée, mais c'est dans la loi qui fait que dans ce cadre-là, il va y avoir le référendum. C'est le schéma, c'est le boulevard qui fait que maintenant on peut discuter de ça. Il fallait absolument le voter. Et à la suite de ça, il a fait des observations où apparemment il fait des remarques, pas voilées du tout, au président, qui est pourtant, puisqu'il est du RDR depuis plus de 60 ans, pour lui dire tout simplement attention, moi je ne vais pas régner ma signature, j'étais à Marcoussis, j'étais partout, j'étais à la Côte de Ouagadougou, ce que j'ai signé, c'est pas ça. Il n'y avait pas de vice-président, il n'y avait pas de Sénat. Marcoussis, nous avons signé, tout le monde a signé. En particulier lui, celui qui a signé. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit tout simplement de changer les articles confusionnels. Ça a été décidé. C'est-à-dire, l'article, etc. Ça a été décidé. Et c'est décidé la manière dont ça se fait. Vous savez, le président de la République actuelle n'a qu'à prendre un décret présidentiel et on intègre dans la Constitution. C'est terminé. C'est la seule chose. Les accords de Ouaga ont confirmé. Alors c'est des chimères qu'un matin on s'énerve. On dit, bon, je trouve, après c'est la réélection, soi-disant. C'est la réélection bancale. C'est les matin qui disent que, bon, écoutez, la première chose que je ferai, il faut changer la Constitution, il faut réviser la Constitution. C'était simplement, mais il faut réviser la Constitution. La révision de la Constitution, ça veut dire tout simplement, effectivement, on touche ce que je vous ai dit, les thèmes confusionnels, normalement la tête passée. Donc, le temps de discuter à les gens, révision constitutionnelle, on va discuter de la révision, etc., etc. Nous sommes arrivés à nouvelle Constitution. Mais il y a un déplacement sémantique entre révision d'articles constitutionnels, on n'a pas besoin de référendum pour ça. Arriver à une nouvelle constitution, mais je dis, il y a un océan. Et c'est pour ça que vous avez constaté qu'il y a des intellectuels à Côte d'Ivoire, il y a des politiciens chevronnés qui ont 23 partis, non des moindres, qui ont dit nous ne sommes pas d'accord. Les associations, les syndicats, tous ne sont pas d'accord. La Côte d'Ivoire n'a pas autre chose à faire que faire des constitutions tous les 10 ans ou tous les 5 ans. La constitution a été votée cette constitution a été votée à 94%. Vous avez été voté avec cette constitution. Pourquoi changer quoi que ce soit? Donc nous ne sommes pas. C'est encore une manipulation politique, croyant que les gens n'ont fait, qui s'occupent de la poche, qui s'occupent de ça, qui ne s'occupent pas. Donc il allait progressivement, en temps de négocier avec les associations syndicales, les chefs et rois, etc., tout ça, il a endormi les gens. Donc on ne parle plus de révision constitutionnelle, on parle de nouvelle constitution. Donc on parle d'un nouveau président. Quel est ce sens de vice-président? Nous avons un président de la République, nous avons un président nous avons un premier ministre, nous avons un président de l'Assemblée qui a su, en cas de difficulté au niveau de la santé ou de la disponibilité du président de la République. Le président de l'Assemblée prend ce pouvoir pour 60 jours, il réorganise les élections. C'est quand même ça. Il faut pas dire, il y a des problèmes. Pourquoi il faut façonner un vice-président? Mais il faut comprendre le vice-président. Je pense que vous comprenez. Mais les internautes sachez que tout simplement, mais il y a le RHDP. Et dans les accords de Danclo, il y a le PDC qui doit avoir la candidature pour la présidence. Mais qui est en place? Mais le RDR n'est pas d'accord, il faut bien qu'il y ait un vice-président RDR. Mais je trouve qu'il n'y a aucune cohérence. Puisqu'on nous parle maintenant du parti du FIE. Si vous parlez du parti du FIE, c'est un parti unique.
Mais dans ce sens-là, pourquoi encore le vice-président venant du RD? Pourquoi on parle encore du RD et du PDCI? Vous voyez que c'est de l'improvisation en permanence. Et puis dans tout ça, quand on le dit, si nous sommes d'accord pour une nouvelle constitution, mais écoutez, ce monsieur a dit, bon, écoute, je vais un troisième mandat puisque je n'étais pas comptable. Je ne suis pas comptable dans cette constitution. Ça s'est vu ailleurs. C'est pas, comment on appelle ça? Ça s'applique pas à moi. Donc je me représente. Puisque c'est une nouvelle constitution. Ça veut dire que c'est un pour moi. Voilà, les pièges. Et nous avons tiré la leçon en disant, revenons, nous sommes tous d'accord sur la révision constitutionnelle des articles confligènes. Le président Soro de l'Assemblée actuelle a rappelé en disant que tout ça, les accords de l'Assemblée doivent être intégrés par les députés. Donc c'est dans ce sens. D'accord. Voilà. Ok, merci, maître Thomas Waka. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant que nous ne... Oui, c'est plutôt aux internautes, et en général les internautes sont beaucoup plus jeunes que nous, juste ici à Gap beaucoup. L'avenir leur appartient. C'est pour cela que nous parlons de Marco du Futuro, mais nous parlons de la Côte d'Ivoire Futuro. Pourquoi? Parce que nous sommes, si nous pouvons être un jour députés, que nous pouvons être un jour maire, pourquoi rien ne nous empêche d'aller au présidentiel et faire de la Côte d'Ivoire ce que nous aspirons. Là, nous parlerons plus tard de nos perspectives sur la Côte d'Ivoire que nous comptons amener vers les sommets. Donc croyez en nous, croyez en votre futur, croyez en la jeunesse. On peut avoir 60 ans, mais l'esprit est jeune, c'est la jeunesse, c'est l'esprit qui compte la jeunesse. Et en nous faisant jeunes, ce n'est pas l'âge qui est important. L'âge, c'est plutôt un bagage, un background d'expérience. Voilà, Merci. un petit mot sur Canal d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette Ben, chaîne? je découvre Canal d'Ivoire et ça fait plaisir que je passe ma première interview internationale sur le réseau YouTube. Et j'estime que vous avez de l'avenir et que, étant dynamique, je ne prenez pas les gens de dépourvu, mais vous prenez des initiatives assez rapidement. Je pense que dans la 40 heures, nous avons décidé, vous avez eu déjà un planning, vous avez les médias planning, et nous y sommes déjà. Et je pense que c'est signe de vitalité et de dynamisme pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie.